C'est un thème finalement assez récurrent, connu, reconnu. C'est la gestion des absences. Il y a plusieurs, bien sûr, axes sur la gestion des absences. L'idée, c'est de définir quelques règles. On peut en mettre 5, on peut en mettre 3, on peut en mettre 7. Mais c'est de trouver un peu les structures, je dirais. Alors peut-être la première question à se poser, c'est que quand on parle d'absence, de quel type d'absence on parle, il y a derrière ce vocable en fait énormément de compréhensions différentes auprès des différents acteurs. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les absences non planifiées ou imprévues. Mais on voit que finalement, elles ont plusieurs formes. Est-ce qu'elles sont ponctuelles, chroniques, perlées, isolées? Voilà, chacun donne sa petite qualification. Derrière ça, évidemment, il y a des tendances de fond qu'on va récupérer à travers les statistiques. Et puis, on va revenir à la question, bien sûr, de l'outil. Et puis, comment on les identifie, comment on les segmente. Enfin, voilà, je dirais toute la partie analytique. Ça, c'est un point, évidemment, qui compte beaucoup. La question du coût, alors on ne pourra peut-être pas tout couvrir en 20, 25, 30 minutes, hein, mais voilà, on peut en discuter après aussi. On est sur le stand F23, donc après, si vous voulez aussi, aujourd'hui ou demain, revenir parler de certains sujets, ce sera avec plaisir. Et puis surtout, concrètement, comment on peut agir, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est toujours un petit peu là que le bas blesse, finalement. Alors, déjà, voilà, la définition des absences qu'on amène ce soir, c'est les absences non planifiées ou imprévues, c'est-à-dire les absences liées à une maladie, à un accident. Hein. J'élimine tout ce qui est formation, service militaire, vacances, etc. etc. Bien sûr aussi la maternité, puisque voilà, ça c'est encore autre chose, c'est une planification du remplacement. Mais voilà, le sujet aujourd'hui c'est malade accidenté, on va le voir surtout malade, comment on agit. Il y a un micro, si vous avez des questions, c'est interactif, on est là finalement pour discuter des choses. Donc n'hésitez pas, je le fais passer et puis on en discute. La première étape, c'est peut-être finalement la vision de l'analyse du risque, où on est dans ce contexte d'absence. Donc ici, on a la partie gestion du risque et la partie financement du risque, après avoir fait les phases d'analyse, etc. Dans la gestion, on va dire qu'on peut détacher 3 grands éléments: la prévention, l'intervention, l'intégration, ou respectivement la réintégration. Et puis, en termes d'action concrète dans l'entreprise, on va avoir 3 niveaux. En gros, c'est la promotion, qu'est-ce qu'on fait finalement avant, en amont. C'est un bon travail, c'est évidemment jamais suffisant, c'est aussi peu mis en avant, je dirais, dans la législation. Déjà en Suisse, hein, malheureusement, on fait une part, je dirais, pas suffisamment importante à la promotion. Et puis une fois qu'on a les absences, finalement on doit les gérer en elles-mêmes et puis on doit s'occuper de suivre ces personnes, et c'est ce qu'on appelle le case management. Nous, on intervient surtout dans cette partie-là, la gestion et le case management. On ne s'occupe pas de la promotion en tant que telle, de manière structurée. Je pense qu'il y a pas mal d'acteurs assez performants sur le plan suisse, hein, ne serait-ce que Promotion Santé Suisse, qui fait un très bon travail. Et puis, il y a l'aspect financement. Comment sont financées en fait les absences dans l'entreprise? Pour la partie maladie, il y a une assurance indemnité journalière qui est prévue dans la majorité des entreprises, on va dire, une très très grande majorité, même si ce n'est pas une obligation légale, puisque légalement, vous pouvez très bien ne pas avoir d'assurance indemnité journalière, sauf si vous avez une convention collective de travail qui vous oblige à en avoir une. Ensuite, on a la partie accident, la base et la complémentaire, donc elle a auprès de la SOVA ou auprès d'un assureur privé et la complémentaire. Potentiellement, ici, on peut donc avoir jusqu'à 3 assureurs, hein, d'un point de vue de l'organisation. Ensuite, des flux, parce que les assureurs, mais derrière, il y a les flux, justement, de gestion de processus. Un assureur pour l'indemnité, je ne sais pas, par exemple, la SOVA pour la base, si vous êtes sous une SOVA, pour certaines de vos entités, ça dépend aussi de la grandeur de votre groupe. Et puis, une assurance complémentaire qui peut être encore auprès d'un assureur tiers. Sur la base, on a les assurances sociales, hein, l'AI pour l'invalidité, l'AVS, etc.
On peut avoir qu'un lien indirect, mais qui existe encore dans certains groupes, l'assurance maladie frais médicaux, donc avec des programmes collectifs frais médicaux, qui ont aussi une incidence finalement sur l'indemnisation des personnes qui sont en arrêt, même si c'est une indemnisation qui est directe, alors qu'ici en général elle est la plupart du temps dans les faits indirectes. Et puis ce qui est très important, on va le voir ici, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, on a le salaire versé par l'entreprise. Et dans la majorité des cas, en fait, qui est pour la partie maladie, on va le voir qui est le cœur du sujet, c'est l'entreprise qui paye. Et donc c'est pour ça que l'entreprise, finalement, doit agir le mieux possible pour éviter d'être le plus exposé possible d'un point de vue financier. Et ça, c'est aussi un discours, on va le voir après, qui est important entre les RH et les finances, parce que la difficulté, c'est toujours de se faire ce lien. On ne doute pas que les RH ont toujours la bonne volonté de mettre en place de bonnes politiques au sein des entreprises. Après, il y a toujours un peu les finances qui essayent de contenir le coût de ces programmes. Et c'est un peu cette dualité-là qu'il faut arriver à faire vivre. Donc au niveau des facteurs d'incapacité, évidemment, on a mis quelques-unes des nombreuses problématiques. Le stress versus, si on va trop loin, le burn-out, dont on parle tous beaucoup depuis de nombreuses années, mais qui ne fait néanmoins que s'amplifier dans les entreprises. Voilà, et là, ne fait qu'augmenter. Tout le monde veut faire de la santé, mais dans la réalité, on voit qu'il y a toujours plus de problématiques de stress et d'absence dans les entreprises, et de toute taille. Et puis, dans tous ces éléments contextuels, ce qu'il faut aussi percevoir, je pense, c'est que dans les gens qu'on rencontre, qu'on visite, il y a aussi beaucoup de causes qui sont extramédicales et extra-professionnelles. Ça veut dire que dans une absence, on a des gens qui se mettent en arrêt de travail, souvent maladie, mais parce que c'est le seul moyen finalement pour respirer. On est d'accord, hein, donc jamais de jugement, on est bienveillant. Et en revanche, la problématique, elle n'est pas forcément sur une question de santé des gens, mais elle est sur leur environnement qui n'est plus gérable, qui n'est plus acceptable et qui ne permet plus d'aller au travail au quotidien. Et ça peut être totalement en dehors de l'entreprise, et c'est quasiment dans 50% des cas des causes non professionnelles qui créent des absences sur le lieu de travail. Voilà. Parce que le lieu de travail n'est peut-être pas aussi apte à écouter, à être flexible et à agir. C'est une autre problématique, c'est-à-dire que je sais pas, je subis un divorce, un décès dans la famille, etc. Je n'ai pas d'écoute, je dois faire face à ça, j'ai peut-être des problèmes de garde d'enfants, etc. Donc à un moment donné, le certificat médical va peut-être être la seule solution pour moi, en tant que collaborateur, de préserver mon fonctionnement personnel. Si mon employeur est capable de m'écouter, d'aménager mon temps de travail, de comprendre cette période provisoire dans l'entreprise, je vais rester au moins partiellement opérationnel. Si son exigence ne change pas, forcément je vais me mettre en retrait, peut-être par le biais d'un certificat médical. Je veux un micro comme ça tout le monde entend. Non, mais juste pour dire que le salarié doit déjà exprimer en fait ses besoins sans problème, hein, parce que sinon ça va être très difficile. Il n'en est pas toujours capable, malheureusement, au moment où ça lui arrive. C'est vrai. Alors il doit s'exprimer. Après, est-ce qu'on lui laisse la place, l'opportunité, l'environnement pour s'exprimer? Il ne va pas forcément arriver à le faire avec son chef. Jean-Claude, qui est là, qui fait beaucoup de visites aux malades, le sait bien. Voilà. Il y a aussi cette problématique, c'est que peut-être mon chef, il m'aime bien tant que je travaille bien, beaucoup. Quand je suis plus là, puis que déjà que l'équipe était, enfin toutes les équipes, toutes les entreprises, je crois maintenant, sont quand même au maximum de leur capacité. Quand on enlève une personne, ça devient compliqué, et j'ose peut-être pas me confier auprès de l'organisation en elle-même. Oui. J'avais une observation à propos du certificat médical. Je suis médecin du travail. Un certificat médical est issu après une consultation d'un médecin qui vérifie l'état de santé. Une personne qui est sous grand stress nécessairement n'est pas bien. Tout médecin va lui fournir un arrêt de travail pour au moins faire une pause, prendre du souffle, demander et
aller chez le médecin et demander un arrêt maladie pour un souci au travail, un souci psychosocial, c'est toujours un échec pour tout le monde. C'est un échec de tout ce qui n'a pas été fait par l'employeur, les ressources humaines, par les moyens de communication. Et c'est une extrême ratio, c'est une mesure extrême auquel le collaborateur s'adresse pour ne pas plonger. Donc c'est vraiment la dernière solution. Merci. Merci à toi. Voilà, donc quelques chiffres. Oui, bien sûr. Bonjour, merci Madame pour cette information que je partage en partie et je vous explique pourquoi. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, dont la mienne, a un fort taux de la capacité de travail, d'absentéisme, dû à de multiples causes qui sont effectivement des causes de changement, des mutations structurelles que les employés ont beaucoup de peine à suivre. Ça on en est bien conscient. Mais ce que je remarque, ça fait quand même quelques années que je maîtrise ce travail, ce que je remarque malheureusement, c'est que de plus en plus de collaborateurs et de médecins ont tendance à avoir des certificats médicaux, parfois pour des causes qui ne sont pas des causes de surcharge de travail, mais qui sont des causes de management pur. Et on a de plus en plus de mal à se battre contre ces problèmes de certificats médicaux que j'appellerais de complaisance. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi commencer à communiquer avec les médecins, ce qui est très difficile. Et je ne dis pas communiquer pour leur dire « vous ne faites pas bien votre travail », mais qu'on commence à avoir des informations par rapport à ça, parce que souvent on se retrouve face à un mur, et ce mur, ben, c'est très difficile de le contrer. Est-ce que j'ai oui. Donc, je vous rejoins, pour une partie en tout cas. Après, si c'est une cause de management pur, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du management et peut-être au niveau de l'approche du management, de la formation du management face à ce type de collaborateur. Mais le certificat médical n'est pas le moyen de résoudre le problème, je suis d'accord. Je vous réponds brièvement. C'est très intéressant cette discussion parce que le certificat médical est issu par le médecin traitant qui voit le patient en dehors de son travail, le voit qu'il ne va pas bien, il le met en arrêt de travail pour protéger le patient et pour protéger soi-même, pour prendre du temps. On fait comme ça pour beaucoup d'autres pathologies aussi. Le médecin du travail, ce que je suis, est un médecin qui fait le lien entre les ressources humaines, l'ambiance du travail, l'employeur et le médecin traitant. Donc, je peux travailler avec vous, enfin, en tant que figure professionnelle, le médecin du travail, et amener à de parler avec le médecin généraliste ou médecin traitant, demander un pronostic de retour, demander si on peut aménager le poste quand la personne rentre au travail et faire le lien de communication entre le milieu de travail et la partie médicale. Parce qu'il est capable de traduire de façon communicable tout ce qui sont les données protégées médicales. Voilà, c'est le seul médecin qui va se rendre sur place, faire des visites de poste pour contrôler que la personne, le travailleur qui est en absence, soit bien accueilli après. C'est un accompagnement au retour au travail. Le médecin généraliste ne va jamais le faire. C'est pas son boulot. Je pense que c'est tout à fait juste. Et c'est là où en fait, ça connecte un peu les deux choses. C'est qu'il y a le médecin traitant et il y a le médecin du travail. Et peut-être qu'aujourd'hui, et je pense surtout dans les sociétés de services, parce que dans l'industrie, c'est plus évident, on ne pense pas assez à utiliser, pardon pour ce terme, mais le médecin du travail comme un allié finalement de l'entreprise pour résoudre ces problématiques et pour aussi voir ce qui dans l'organisation pourrait dysfonctionner.
Et finalement, voilà, on a 3 gros types de médecins. On a le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil, qui est souvent le médecin de l'assureur, ça c'est encore un autre aspect. Mais je pense que ce dialogue et peut-être l'intervention un peu plus importante dans les sociétés de services d'un médecin du travail qui a une vision collective de la situation, qui a une vision groupe, et on avait justement une conférence ce matin sur ce sujet-là, permet justement de reconnecter un peu les choses et puis d'agir aussi de manière plus parlante et concrète sur le lieu du travail. Même si rien n'est facile, hein, on va pas se mentir. Je vous vois un peu... Ouais. Ouais. Non, mais je pense que l'échange est intéressant Excusez-moi, pour tout le monde, parce que c'est le cas prends un peu la pour parole. toutes les entreprises. C'est sûr, on a une structure très importante avec un médecin du travail, avec des infirmières santé au travail. On a même des psychologues du travail qui suivent certains de nos collaborateurs avec un suivi qui se fait soit à la reprise du travail de manière partielle, etc., soit on les accompagne vers d'autres solutions. Donc ça, on va dire que ça commence à être bien huilé. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend plusieurs années, pour que les gens commencent à avoir confiance dans les acteurs de l'institution, mais ça commence à bien venir. Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille. Il y a un pourcentage de collaborateurs et de collaboratrices qui utilisent le certificat de travail comme une arme, c'est ce que je voulais dire. Et dans certains cas, la seule personne qui peut intervenir, c'est le médecin du travail et le médecin conseil de l'assurance. Mais même ainsi, il est difficile pour un médecin du travail ou un médecin conseil d'aller à l'encontre de son collègue. D'abord parce que c'est compliqué, il y a le secret médical, et ensuite parce que je suppose qu'il y a un petit effet de groupe quand même de profession qui font que les choses vont plus lentement. Maintenant, l'impact est important parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, on voit que la solution, plutôt que de discuter ou de suivre un processus, c'est de se dire je ne veux plus parler à personne, je me mets dans mon coin et puis j'attends que ça passe. Alors, on sait ce que ça donne comme résultat, c'est-à-dire que la personne est licenciée au bout du compte. Donc c'est vrai que c'est important, tout ce qui se passe avant, de continuer, pas seulement au moment où les choses arrivent, mais de communiquer dans l'entreprise et d'inviter le médecin du travail, notamment dans des conférences de temps en temps sur certains sujets, comme le vôtre par exemple, pour dédiaboliser ce genre de situation et de permettre de continuer une communication constructive. Mais c'est un gros problème, je ne vous le cache pas, et c'est comme une porte qui se ferme et après on est un peu coincé, malgré tout ce qu'on met en place. Voilà. Je suis entièrement d'accord. Après, vaut-il mieux faire quelque chose plutôt que rien? Je pense qu'effectivement, il vaut toujours mieux faire quelque chose. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis en place les ressources que vous avez mis à disposition. Et enfin, moi, j'ai plutôt l'autre cas, des clients qui sont plutôt des multinationales. Vous en avez peut-être une, c'est pas la question, mais c'est juste je parle de mon expérience, où les gens, quand ils sont absents, ils n'ont aucun contact pendant des semaines, voire des mois, avec qui que ce soit dans l'organisation elle-même, ou des tiers qui seraient chargés de faire ce chemin-là vers eux, je dirais. Et ça crée énormément en fait d'éclatement de la relation, parce qu'une personne qui peut-être n'est pas bien et qui a besoin d'une petite pause de respiration d'une semaine ou 10 jours, si elle n'ose plus revenir et qu'on renouvelle ce certificat pour un mois, au bout d'un mois, elle se dit mais si je rentre, je vais être virée en fait, donc je n'ose plus rentrer parce que j'ai besoin de mon salaire, j'ai besoin de ce travail, je ne peux pas le perdre, je ne sais pas si je rentre bien. Donc du coup, en fait, elle s'est tellement mise dans son esprit en porte-à-faux avec son organisation et son équipe, souvent c'est le plus fort, c'est dans l'équipe, que finalement, si on n'a pas un médiateur, si on n'a pas un accompagnement, on a beaucoup plus de cas. Et ça ne change pas le fait que dans votre organisation, en ayant mis tous les moyens, vous avez un pourcentage de cas qui ne fonctionnent pas, mais vous avez un pourcentage de cas qui fonctionnent. Si on ne fait rien, la majorité des cas ne fonctionnent pas et arrivent à des ruptures systématiques de contrat dans des mauvaises conditions pour l'employé et pour l'employeur finalement.
Donc je pense que oui, la panacée, si elle existait, on l'aurait déjà tous connue, appliquée, etc. Parce que, voilà, on est tous concernés par ces sujets-là. Elle n'existe pas, mais faire quelque chose est mieux que ne rien faire. Et pour faire quelque chose, finalement, il faut toujours partir, comme vous l'avez fait au début, j'imagine, d'éléments qu'on peut partager. Puis ça permet de revenir un peu sur la piste de la présentation, mais c'est très intéressant. Moi, on est là. Je ne suis pas là pour faire ma présentation, je suis là pour qu'on échange des informations. Voilà, 80% des absences dans les sociétés de services, en tout cas que l'on sert depuis de nombreuses années, sont des absences maladie. Donc on voit qu'effectivement, c'est là qu'on est au cœur un peu de la problématique. Et puis là, on a une représentation, je dirais, voilà, un peu grossière, mais quand même assez fidèle à la réalité, des répartitions. Et on voit qu'on est toujours finalement sur un gros tiers de troubles psychosociaux et aussi un gros tiers de troubles musculo-squelettiques qui sont aussi souvent plus connectés. Voilà. Parce que combien de gens dans les organisations, on voit, ils ne peuvent plus taper, ils ont les bras paralysés, les mains, le canal carpien qui fait des siennes, etc. Ce qui est intéressant aussi, je pense qu'on connaît peut-être ces chiffres, mais peut-être que de temps en temps les remettre à l'esprit, c'est intéressant. C'est la durée, c'est justement comment on fait pour avoir une action rapide et pas rentrer dans des cas lourds, compliqués, qui engagent de plus en plus d'émotionnel aussi des deux côtés, hein, du côté équipe puis du côté collaborateur. C'est de voir où sont les cas, parce que ces cas-là, ils sont payés par l'entreprise. Et on voit, je fais un résumé là, 85% des cas dans les entreprises maladie sont inférieurs à 30 jours. Donc, dans cette masse-là, évidemment, on va drainer après, évidemment, dans les 15% qui restent des cas de longue durée, dont il faut s'occuper, c'est très important. Mais ça veut dire aussi qu'on doit être capable d'agir, de réagir et d'agir, je dirais, rapidement. Et on voit que même si on descend à 15 jours, on a à peu près 75% de nos cas, du nombre de cas d'assurance maladie qui sont, si on les calcule sur l'année, inférieurs à 15 jours et qui vont potentiellement aussi se répéter si on n'agit pas. C'est quand même important parce que ça veut dire que ces cas-là sont payés dans 99% des entreprises par l'entreprise. Il n'y a pas d'assureur pour ça. On dit toujours l'assureur. Non, mais l'assureur, dans les entreprises d'une certaine taille, va intervenir à 30, 60, 90, 180 jours. Donc en tout cas, à 30 jours, ça sort du budget de l'entreprise. Et c'est là où il y a quand même un intérêt, je pense, au niveau RH, à vendre l'idée d'agir avec les bons outils et les bons moyens, parce que finalement, ça s'est payé en direct. Et puis si on a des bons outils et qu'on arrive à résorber partiellement cette situation, on va payer largement toutes les ressources nécessaires à une application constructive des choses. Je ne vais pas passer à travers les fameux indicateurs. Pour ceux qui le souhaitent, on enverra avec plaisir la présentation, mais sinon, comme on a déjà 25 minutes, on va être un peu court. Je dirais, voilà, peut-être dans la gestion des cas, puisque finalement, juste avant, ici, on a les indicateurs, voilà, on va prendre en compte est-ce qu'on a du dysfonctionnel, du conjoncturel, du structurel, etc. Mais après, il faudrait concrètement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a utilisé des grands mots techniques? Déjà, finalement, c'est de pouvoir enregistrer l'absence pour pouvoir savoir de quoi on parle. Et ça, je le rencontre encore très très souvent, où en fait, on ne sait pas vraiment qui est absent en courte durée. Alors oui, quand quelqu'un est absent, un mois, 2 mois, 3 mois, en général, on commence à s'en apercevoir. Mais comme aujourd'hui, on a des organisations qui sont extrêmement matricielles, où évidemment les responsables ne sont pas forcément sur le site, et où on n'a pas philosophie, pas l'envie de fliquer les gens, et c'est une très bonne chose. Mais finalement, du coup, on ne sait pas quand une personne ne vient pas, si elle est en mission dans un autre pays, ou si elle est juste en arrêt maladie. Et ça veut dire que si on n'a pas ouvert un ticket d'absence, on ne va pas pouvoir suivre ses certificats médicaux, on ne va pas pouvoir faire du case management anticipatif, on va être bloqué. Donc je dirais le premier niveau, c'est d'avoir cartographié l'organisation et d'avoir un outil derrière qui permet d'ouvrir finalement ces annonces d'absence, de les identifier et ensuite de les monitorer pour ça donne quelque chose de concret, savoir de quoi on parle, d'avoir des chiffres encore une fois, au niveau des finances aussi qui sont concrets et précis. Ensuite,
une fois qu'on a fait cette première étape, effectivement, on peut avoir un système qui nous permet de faire du case management. Et là, dans les case managers, il y a deux grands types de case managers. Il y a les assureurs qui ont des départements de case management. Et puis, il y a des intervenants privés de différents. On a la chance d'avoir Vincent avec nous qui fait ça. Voilà, il y a Jean-Claude qui fait ça aussi. Donc, je pense que là, il y a une action en fait concrète à mener. Les assureurs, certains sont performants, d'autres le sont moins. Sur les publicités, ils le sont tous beaucoup. Mais dans la réalité d'envoyer des gens qui vont rendre visite ou qui vont avoir un contact avec la personne et pouvoir faire, je dirais, une estimation psychologique pertinente de savoir où va s'orienter cette personne. Est-ce qu'elle a besoin de suivre un process avec un médecin? Est-ce qu'elle a besoin d'autres types d'appui de la part de l'entreprise, comme un aménagement du temps de travail, ça, il faut agir quand même assez vite. Les assureurs, bien sûr, c'est normal, on ne le reproche pas, c'est des grandes structures, et pour envoyer un case manager en rendez-vous avec un collaborateur en dessous d'un mois, c'est un très très grand défi pour eux. Ce qui est normal, ils ont des millions de clients et ils n'ont pas des millions de case managers. Donc à un moment donné, je pense que la solution d'avoir des case managers privés peut être souvent plus performante. Un peu plus coûteuse au départ, plus performante à la fin, donc moins coûteuse à la fin. Et puis évidemment, il y a une question de documentation des cas pour pouvoir par la suite anticiper. Sur le moment, quand on lance le process, on ne fait que documenter une situation, puis progressivement, on va la résorber et on va pouvoir communiquer en amont, revenir à la question de promotion et anticiper. Et puis, on l'a dit aussi, voilà, on a rendu la visite à la personne, au bout d'un moment, cette personne, on part du principe qu'on a réussi à la convaincre, elle revient au travail, on a l'équipe qui est là, et il y a toujours cette question de prise en charge au retour au travail. Et ça, je crois qu'on est tous dans la profession à le prêcher depuis longtemps. De plus en plus d'entreprises y prêtent attention, mais néanmoins, le retour au travail, c'est une des clés majeures pour empêcher la répétition sans cesse de ces cas-là. Et c'est pas forcément très lourd si c'est bien mis en place. Alors, on a des niveaux, je pense qu'il faut s'adapter aussi à la réalité des entreprises qui bougent, où il y a du change management, où il y a tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas rien faire. Même faire un petit peu, c'est déjà beaucoup mieux que ne rien faire. La différence est énorme. Puis bien sûr, il y a tout l'aspect statistique, reporting. Je précise aussi que dans vos outils d'absence, moi je vois aussi des entreprises qui nous disent « Ah mais nous on a un outil dans le monde entier, etc., avec tel prestataire. » Oui, mais qui donne une vue globale, au pilotage global de l'entreprise, c'est une chose. Mais vous avez besoin d'un pilotage local, de choses très concrètes. Voilà. Et ça, ces deux couches-là de service, elles ne sont pas antinomiques, elles sont complémentaires. Voilà, on revient à nos différentes étapes. Je vais terminer assez rapidement, ça fait 29 minutes. Donc notre boucle d'action. Aujourd'hui, quand même, on a de plus en plus d'études, elles se sont multipliées depuis 10 ans, qui nous montrent ce que ça donne de faire un bon case management, une bonne gestion d'absence. Et on le voit aussi, je pense que vous le voyez aussi dans les lectures, les journaux, Internet, etc. De plus en plus de fonctions RH sont rattachées directement au CEO, parce qu'on a parlé de capital humain depuis 15 ans, mais aujourd'hui on voit que le capital humain devient le vrai capital de l'entreprise, et que si on ne gère pas ce capital extrêmement précieux correctement, on ne peut plus le retrouver ailleurs. Voilà, il n'y a plus de personnes sur le marché qui vont remplacer quelqu'un qui est en burn-out au pied de la lettre et qui sauront tout faire. Voilà. Parce que le marché est sec pour beaucoup de fonctions, et que donc préserver les gens, c'est le meilleur investissement que puisse faire une organisation. Et puis pour terminer, en fait, moi je voudrais, c'est mon petit tip, mais aussi c'est un petit peu ce qui me tient à cœur depuis toujours dans mes présentations. C'est une action simple que j'espère vous faites déjà tous. Dans ce cas-là, il sera inutile de la présenter. Mais c'est le 5 minutes return to work. Et c'est l'idée que tout line manager qui reçoit un collaborateur qui a été en absence pour 1 jour, 3 jours, 3 mois, ça sera un peu plus conséquent que ça, mais pour une petite absence, va prendre 5 minutes de manière informelle, à la machine à café, pour le réintégrer, pour l'accueillir.
Il n'y a rien de pire, on le sait tous et on continue à le faire, c'est ça qui est fantastique, que si j'arrive et que j'ai ma pile d'emails et que personne ne me dit ce qui a été fait pendant que j'étais pas là et que tout le monde me regarde d'un œil de travers, la probabilité pour que l'absence se répète augmente de manière importante. Donc on accueille le collaborateur dès son retour, on l'informe de ce qui s'est passé en son absence, on lui prévoit une période de protection, ça veut dire ce matin tu reviens, écoute, ça t'arrange, on prend les téléphones pendant 2 heures, comme ça tu as le temps de regarder tes dossiers. Voilà, c'est un petit geste qui va faire une différence énorme à la fin pour l'ensemble des collaborateurs. On lui souhaite une bonne reprise sans bien sûr lui poser une question intrusive, très important. Et puis, évidemment, on fait suivre les documents pour qu'il n'y ait pas le poids administratif qui vienne, peser là-dessus. Mais ça, vraiment, tous les line managers de petites équipes doivent accueillir, passer 5 minutes à accueillir un collaborateur qui revient. Les règles d'or, on les a vues de différentes manières. Pour moi, encore une fois, je pense que l'interaction était plus intéressante que le slideshow, donc j'en suis ravi. Mais voilà, je pense que cartographie déjà clairement l'organisation sur comment elle se construit, comment on peut agir. Avoir un outil intuitif et performant, intuitif aussi, parce que sinon personne ne va vouloir l'utiliser, et interfacer avec les prestataires, les assureurs, les case managers, etc. etc. S'il faut faire 25 procédures pour chaque chose, au bout d'un moment, les gens laisseront tomber, les line managers, les RH n'auront pas l'énergie et le temps disponible pour faire ce qu'il faut. Avoir des processus qui sont transparents, une communication qui est bienveillante, ça ne marche pas, la communication agressive, de dire, puisque c'est comme ça, je vais réclamer des certificats au premier jour à tout le monde, etc. C'est le meilleur moyen de faire augmenter les absences de courte durée. Parce que si on va chez le médecin, on profite pour demander une semaine au lieu d'avoir 3 jours. Assurer un accompagnement systématique. Alors l'accompagnement, ça peut être les 5 minutes, comme on dit, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus complet si le besoin est là, identifier le besoin et accompagner. Et puis, évidemment, on fait des bilans, on regarde les mesures, on ajuste, etc., etc., pour optimiser les performances du collaborateur et de l'entreprise, bien sûr. Voilà, ça, je ne vous verrai pas. Voilà. Et merci beaucoup. C'était participatif, donc merci beaucoup, monsieur. J'ai vraiment aimé de partager notre expérience avec nous, je trouve que c'est super. Et puis je pense que pour tout le monde, c'est intéressant aussi d'avoir du concret, finalement. Et puis on est au stand F23, donc si vous voulez continuer la discussion, on est à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez partager avec le groupe encore ce soir? Ou est-ce que vous êtes tous un peu fatigués en fin de journée? Content de rentrer chez soi? Ok, merci infiniment.